Bonjour et bienvenue au nouveau rendez-vous expert organisé par Jurisprudence Automobile, les éditions Argus de l'assurance en partenariat avec le MAP. Je laisse la parole tout de suite à Laurent Equet pour l'animation de ce webinaire. Bienvenue à tous. Eh bien, merci Caroline pour cette transmission de parole. Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Merci pour votre connexion et très heureux donc de vous accueillir pour ce webinaire, les rendez-vous experts, donc monté conjointement entre Jurisprudence Automobile, l'Argus de l'assurance édition et le MAP, l'Observatoire des experts de la mobilité. Alors, c'est un événement un peu hybride parce qu'il y a certainement des habitués des webinaires jurisprudence, des habitués des webinaires Argus, des habitués des webinaires du MAP. Et là, on s'est rejoint et donc, notamment pour certains, la plateforme de visionnage peut être différente de ce qu'elle est habituellement. Alors, je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Laurent Equet, directeur du MAP, l'Observatoire des experts de la mobilité. Et comme je sais qu'il y a des lecteurs de jurisprudence automobile, eh bien, je suis l'acteur ou en charge en tout cas de la rubrique des actualités. Donc, ça vous permet de mettre un visage sur un nom. Et rapidement, si vous me le permettez, de présenter rapidement le MAP, qui, si vous ne le connaissez pas, qui est un observatoire porté par la FFEA, la Fédération française des experts en automobile, et qui a pour vocation de réfléchir au positionnement de la mobilité et surtout de l'automobilité, je dirais, face aux grands enjeux environnementaux, enjeux de sécurité routière, enjeux bien sûr également économiques et enjeux de santé publique. Donc voilà, nous essayons de réfléchir à cette vision prospective et vous pouvez nous retrouver sur le MAP, observatoire-map.org, retrouver l'intégralité de nos rubriques. Alors, aujourd'hui, le thème que nous allons traiter, eh bien, c'est sécurité automobile de l'affaire Takata aux nouveaux défis technologiques, mais bien évidemment, l'idée, c'était de faire un focus sur ce grand dossier, sur ce grand thème qu'est justement l'affaire Takata. Et pour en parler, eh bien, nous avons le plaisir de recevoir des intervenants directement concernés par le sujet à très très haut niveau, que je vous présente par ordre de leur intervention. Premier intervenant, il s'agit de Dominique Overlo, donc inspecteur général de l'environnement et du développement durable, et qui est donc le co-auteur du rapport de la mission de l'IGEDD sur les véhicules équipés d'airbag Takata. Donc Dominique est avec nous. Bonjour Dominique. Bonjour à tous. Un petit mot rapide, peut-être Dominique, sur une présentation rapide de l'IGEDD, parce qu'on n'y reviendra pas forcément tout à l'heure, mais pour bien expliquer ce qu'est l'IGEDD. L'Inspection générale de l'environnement et du développement durable est un organisme d'expertise placé auprès du ministre de la Transition écologique, des Transports et parfois des autres ministres qui y sont attachés pour donner des expertises sur les sujets demandés par les différents ministres. Donc, et là, c'était un grand sujet. Et donc, avec Dominique, on va rentrer dans le rapport qu'il a pu écrire et va nous en faire une synthèse pour nous, justement, tout nous expliquer sur ce dossier Takata. Deuxième intervenant, une intervenante, Catherine Witt, qui est chef de service à la Direction générale de l'énergie-climat, donc la DGEC. Et Catherine Witt a en charge surtout le service de surveillance du marché des véhicules et des moteurs, donc le SSMVM. Bonjour Catherine. Donc, un petit mot peut-être rapide sur le SSMVM, même si on y reviendra peut-être tout à l'heure plus en détail sur l'ensemble de ses fonctions. Bonjour à tous. Merci Laurent pour cette invitation à ce webinaire. Le SSMVM est un service à compétence nationale et nous avons vraiment vocation à surveiller tous les types de véhicules qui sont sur la route en France. Alors bien sûr les voitures, mais aussi les camions, les deux roues et y compris les véhicules agricoles. Mais on aura l'occasion de reparler un peu plus tard. Merci. Et donc, avec vous, Catherine, on va rentrer justement dans toutes les missions, dans toutes les actions que vous mettez en place dans le cadre de ce dossier Takata, une mission très, très importante. Troisième intervenante, Caroline Mahédecker. Donc, Caroline Mahédecker est sous-directrice de la mission de CUL au sein de la Direction générale de l'énergie et du climat, donc au sein de la DGEC. Bonjour Caroline, donc vous êtes connectée, vous êtes avec nous. Peut-être un petit mot aussi rapide sur ce qu'est la sous-direction, la sécurité des émissions des véhicules. Bonjour à tous, merci pour l'invitation à ce webinaire. Donc, au sein de ma sous-direction, nous traitons en particulier de tout ce qui va être relatif à la réglementation sur les véhicules, donc en amont de leur homologation,
Nous avons au sein de la sous-direction également le service qui va être en charge de la réception des véhicules. Et ensuite, nous travaillons plutôt sur la partie aval, une fois que le véhicule a été voilà, dûment homologué. Nous travaillons sur les politiques de verdissement des véhicules et nous travaillons également sur les politiques relatives au contrôle technique de ces véhicules. Donc, avec vous, bien, on va justement traiter de l'action de votre service au niveau de ce dossier, avec notamment le contrôle technique et également la vision plus large au niveau Europe d'une réglementation. Donc, vous allez nous expliquer tout ça et on se rend compte qu'effectivement, les deux services, SSMVM et donc votre sous-direction, sont en pleine complémentarité sur ce dossier. Et donc, dernier intervenant, il s'agit de Lionel Namin. Alors, intervenant qui ne va pas intervenir longtemps, mais c'est l'invité observateur. Il est là en tant qu'observateur et il nous fera une part de sa vision tout en fin d'événement. Lionel, tu es avec nous et donc un petit mot peut-être de présentation rapide. Oui, merci Laurent. Effectivement, j'interviendrai en toute fin de webinaire sur un regard juridique que nous pourrons porter donc à travers la mission de directeur scientifique de la revue Jurisprudence automobile, qui est une revue juridique qui couvre le spectre de toutes les réglementations automobiles, une revue mensuelle et qui nous amènera donc à pouvoir faire donc cette synthèse en fin de réunion. Donc on précise, mais vous le voyez à l'écran, que dans une autre casquette, Lionel Namin est secrétaire général de la Fédération française d'expertise en automobile. Voilà. Alors, rapidement, pour avancer, peut-être un point sur le déroulé de ce que l'on va voir aujourd'hui. On commencera par une petite mise en contexte que je ferai très rapidement. Le décryptage de l'affaire Takata au travers du rapport avec Dominique Overlo. Nous parlerons de l'explication du rôle et des exigences des pouvoirs publics. C'est l'action du SSMVM et de la sous-direction de la sécurité des émissions des véhicules avec donc Catherine et Caroline. Nous verrons ensuite une vision plus globale de l'action des pouvoirs publics au-delà de l'affaire Takata, si on a le temps, pour peut-être mieux connaître ce qu'est le SSMVM et justement aussi la sous-direction à la sécurité des véhicules. Et puis, questions-réponses des participants. Donc là, on sera dans un échange et enfin, on sera donc dans la vision d'invité observateur et nous terminons par les conclusions d'intervenants, des intervenants, pardon. Rapidement, les modalités pratiques, comme vous le savez, vous n'avez pas accès à votre caméra et les micros sont inactifs, mais vous pouvez poser vos questions et on précise que le webinaire est enregistré, qu'il vous sera possible donc de visionner à nouveau le replay sur différentes plateformes et on vous expliquera les liens pour y accéder. Peut-être de vous préciser pour ceux qui n'ont pas l'habitude, la modalité pour poser vos questions. Je laisse cette slide s'afficher. Donc, il est question de cliquer sur la flèche orange pour ouvrir le module de saisie. Vous saisissez en deuxième donc votre question, vous l'envoyez, elle sera reçue et elle sera envoyée aux intervenants et nous essaierons de les prendre en compte en fonction du temps, du timing, peut-être de l'intérêt de la question aussi. Voilà. Rapidement, je parlais d'une mise en contexte, j'ai fait quelques points, j'aime bien effectivement situer un peu ce dossier, pourquoi on traite ce dossier. Je pense qu'il faut rappeler que c'est une affaire mondiale aux conséquences humaines tragiques, donc ce n'est pas qu'un dossier français, c'est un dossier au niveau du monde qui a vu ses débuts dans les années 2000 avec plus de 100 millions de véhicules rappelés, tous constructeurs confondus. Et on s'aperçoit aujourd'hui que effectivement, ce dysfonctionnement a généré des dizaines de décès, mais aussi plusieurs de centaines de blessés dans le monde. Et avec en Europe et en France, eh bien, des conséquences qui sont encore en train de se faire sentir. Donc, une affaire mondiale, une prise en compte progressive et coordonnée en France. En France, le dossier a pris une nouvelle dimension peut-être en 2023, lorsque les pouvoirs publics ont été en mesure effectivement d'avoir toutes les informations leur permettant d'agir et on s'aperçoit aujourd'hui d'une forte coordination entre le SSMVM et la DGEC, on en parlera tout à l'heure avec les différentes interventions et bien sûr le rapport de l'IGEDD. Des campagnes de rappel qui sont en cours puisque la dernière campagne de rappel dont on a été informé, mais Catherine pourra nous en parler tout à l'heure, c'est le groupe Opel qui a récemment lancé un stop and drive sur plus de 46 000 véhicules et bien sûr Stellantis avec plus de 2 millions de véhicules actuellement en cours. Peut-être que mes chiffres sont erronés, vous me corrigerez si tel est le cas. Et bien sûr, certains véhicules anciens qui ne sont pas encore forcément repérés
Et il y a eu une information, d'ailleurs, je fais un petit peu une parenthèse dessus, d'un cas qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie à mi-octobre, d'un véhicule qui était sur cale et la personne, effectivement, les airbags se sont déclenchés. Il se trouve que c'était une marque Volkswagen concernée, en tout cas, vu son ancienneté, par le problème Takata. Quatrième point, eh bien, des questions majeures sur la sécurité et la chaîne d'information. Ça nous amène à réfléchir sur la nécessité de renforcer la traçabilité des équipements, une communication efficace entre les acteurs et certainement de développer un mécanisme de vigilance active permettant bien sûr de repérer les véhicules qui sont encore à risque. Et ça, c'est certainement le grand dossier aujourd'hui et le grand sujet, la grande question. Et puis, un dossier peut-être emblématique qui sont des enjeux de confiance et de sécurité pour demain. Ça peut permettre effectivement une vision prospective et nous amener à réfléchir sur, face à la complexité croissante de nos véhicules, les innovations techniques, technologiques, les évolutions réglementaires. Eh bien, peut-être que c'est la construction d'une véritable chaîne de confiance entre les différents acteurs, publics, mais aussi privés, industriels, professionnels de l'expertise, de l'assurance, de la réparation. Bref, une grande réflexion à avoir. Et c'est dans cet esprit donc que nous ouvrons notre webinaire, notre réflexion. Et en commençant, eh bien, je vais donner la parole à Dominique pour qu'il nous évoque justement ce rapport publié en juillet 2025 et qui pose les bases d'une compréhension partagée de l'affaire Takata, je crois, et qui formule beaucoup de recommandations fortes pour renforcer la vigilance. Donc Dominique, la parole vous est donnée. Merci et merci beaucoup pour cette invitation. Merci aussi également à la Fédération française des experts en automobile pour avoir pris contact durant la mission avec nous pour essayer en particulier, merci à son président François Mandello et merci à Laurent Hiquet pour avoir pris contact avec nous durant la mission pour chercher à savoir comment on pouvait améliorer un certain nombre de points et mener un certain nombre d'actions pour mieux gérer cette crise ou cette difficulté. Je vais donc maintenant vous présenter en une quinzaine de minutes le rapport de l'IGEDD. Je vais vous le présenter seul. Philippe Ludovic, malheureusement, est absent. Heureusement pour lui, il est en congé à l'étranger. Donc, je vais vous présenter ce rapport en une quinzaine de minutes avec 4 points préalables. Premièrement, ce rapport cherche à répondre à une demande du ministre. Le ministre des Transports, Tabarot, quand il est arrivé en janvier de cette année, a voulu comprendre ce qui se passait sur l'affaire Takata et a donc demandé à l'IGEDD d'intervenir et de faire un état de la situation et de proposer un certain nombre de pistes d'amélioration, à la fois sur l'affaire Takata et plus généralement sur la surveillance du marché des véhicules et de leurs équipements. Deuxième préambule, ce rapport est rédigé sous notre seule responsabilité, donc à Philippe Ludovic et à moi-même. Néanmoins, pour que l'information donnée soit la plus exacte possible, nous avons transmis avant parution un certain nombre d'annexes, les annexes relatives aux constructeurs et au SSMVM. Nous les avons transmis donc aux constructeurs et à ce service pour qu'ils les relisent et pour établir des faits aussi incontestables que possible. Troisième préambule, nous ne sommes pas des juges, nous sommes simplement des ingénieurs qui cherchons à comprendre. Donc nous avons cherché à établir une chronologie des faits et à expliquer autant que possible le comportement des acteurs. Quatrième préambule, je vais vous présenter un rapport qui a été remis au ministre à la fin du mois de juin ou début juillet et qui s'arrête à cette date. Donc, les informations que je vais vous donner correspondent à cette période. Le SSMVM et la DGOC vous diront ensuite ce qu'ils ont pu faire et comment a évolué la situation. Ma présentation, slide suivant, se décomposera en 5 points. Un rappel, mais vous le connaissez certainement très bien, sur le fonctionnement des airbags. Nous allons distinguer ensuite la chronologie des événements en essayant d'identifier 3 périodes différentes, puis ce qui s'est passé en Europe et en France. Un 4e point sur où nous en sommes
donc à la date de juin-juillet. Et un cinquième point, plus rapide, sur les pistes d'amélioration, plus rapide, puisque Catherine Witt et Caroline Maé-Decker vous préciseront ensuite ce qu'il en est. Donc, premier point, le fonctionnement des airbags. Et avant le fonctionnement des airbags, le fait qu'il existe de nombreux types d'airbags. Dans cet exposé, je vais vous parler principalement de la deuxième ligne, donc de ce qu'on appelle les PSAN 2004 sans décitant, donc nitrate d'ammonium en phase stabilisée numéroté 2004. Ce sont eux qui donnent lieu principalement à des rappels. Mais il faut savoir qu'il existe aussi des PSAN 2004 avec des citants, des PSAN 2004, elles, toujours avec des citants, des airbags d'un type précédent, dit NADI, produits avant les années 2000, et enfin des PSAN censés être protégés de l'humidité qui sont toujours en cours d'installation et pour lesquels il faut vérifier effectivement qu'ils puissent être protégés de l'humidité. Mais d'autres produits peuvent donner lieu aussi à des ruptures. J'ai cité notamment les airbags de RC Delphi qui ont donné lieu à des ruptures aux États-Unis. Donc, si j'en reviens au fonctionnement des airbags, sur le slide suivant, vous voyez un airbag passager en coupe, airbag passager en coupe dans lequel vous voyez le nitrate d'ammonium en phase stabilisée représenté sous la forme blanche. Et là, c'est un airbag à 2 étages, donc à 2 détentes, donc c'est un airbag américain. Dans un fonctionnement normal, vous avez une étincelle qui arrive à l'airbag, qui va déclencher une flamme. Cette flamme va envelopper le nitrate d'ammonium en phase stabilisée, et c'est cette inflammation du nitrate d'ammonium en phase stabilisée qui va dégager du gaz. Le gaz se dégage dans le boîtier correspondant, boîtier métallique, et s'échappe par les trous que vous voyez en bas sur le boîtier complet cette fois, et cet échappement des gaz qui va provoquer le gonflement du ballon, le gonflement de l'airbag qui vient s'interposer entre vous et généralement le pare-brise. En fonctionnement dégradé, et c'est le slide suivant, nous assistons à un dégagement des gaz beaucoup plus rapide. Que se passe-t-il au fur et à mesure du temps? Dans des climats chauds et humides, l'humidité va entrer et sortir de ce PSAN, de ce nitrate d'ammonium en phase stabilisée, et va creuser des canaux à l'intérieur de ce nitrate d'ammonium. C'est la figure de droite qui représente des pores creusés à l'intérieur de ce nitrate d'ammonium en phase stabilisée. Reprenons alors le fonctionnement normal de l'airbag. On va toujours avoir l'étincelle électrique qui arrive, qui produit une flamme. Cette flamme continue à envelopper le nitrate d'ammonium en phase stabilisée, mais cette flamme va aussi pénétrer l'intérieur des pores, si bien qu'on va avoir une inflammation en masse et un dégagement beaucoup plus rapide du gaz. Ce dégagement beaucoup plus rapide du gaz fait que l'on va avoir une surpression à l'intérieur du boîtier, et c'est cette surpression qui va donner lieu à la rupture et à l'explosion du boîtier, avec la projection du boîtier sur le conducteur ou sur son passager ou sur les occupants du véhicule, avec les conséquences dramatiques que nous connaissons. Notons au passage, revenons sur le slide, qu'un certain nombre d'experts envisagent que ce ne soit pas simplement une surpression à l'intérieur du boîtier, mais envisagent qu'il y ait lieu aussi à une détonation du nitrate d'ammonium. Le résultat est à peu près le même, sauf que la détonation conduit probablement à une énergie plus rapide. Néanmoins, cette hypothèse n'est le fait que de quelques experts et n'a pas donné lieu, à ma connaissance, à une publication d'articles scientifiques ou à une publication d'un laboratoire d'expertise. En particulier, tous les rapports d'expertise américains et japonais ne parlent que de la surpression et n'évoquent pas cette possibilité de détonation, mais qui ne change pas les conclusions que nous allons avoir ensuite. Si je passe au slide suivant,
Nous avons cherché donc à établir une chronologie de l'affaire Takata, si vous me permettez le terme, en 3 étapes. Première étape, qui j'essaie de remonter même avant 2000, le constructeur Honda au Japon vient voir l'un de ses sous-traitants préférés, donc Takata, en lui disant qu'il voudrait que Takata fabrique un airbag. La filiale américaine de Takata met donc au point, à la fin des années 90, un nouveau produit, le nitrate d'ammonium en phase stabilisée, une nouvelle substance pyrotechnique qui va permettre de répondre à cette demande d'airbag. Et cette nouvelle substance produite par la filiale américaine va revêtir 2 innovations fortes. Première innovation, alors que le nitrate d'ammonium est un explosif bien connu, le port de Beyrouth notamment, ou l'accident de Toulouse, le nitrate d'ammonium en phase stabilisée est un nitrate d'ammonium dans lequel on ajoute un peu de potassium, environ 10 à 15% en masse, ce qui fait que la transition de phase subie ou qui est effectuée, entre guillemets, par le nitrate d'ammonium à température ambiante, autour de 30-31 degrés, ne se produit plus, et on a donc un produit pyrotechnique qui est stable à température ambiante, qui occupe peu de place et qui est relativement peu cher. Donc, de là, en quelques années, la filiale Takata s'emparer de 20% du marché mondial des airbags, avec environ 60 à 80 millions de voitures vendues dans le monde. Ça représente, mettons, une trentaine de millions d'airbags, passagers, conducteurs et dans l'ensemble du véhicule, fabriqués chaque année par Takata à partir des années 2005 jusqu'à 2015 environ. Ce sont après ces airbags que tout le monde est en train de courir. Et c'est, pardonnez-moi le terme, c'est là où les ingénieurs de Takata se sont comportés comme une belle bande de salopards dès le départ, en ce sens où dès le départ, dès leur première livraison à Honda, ils ont falsifié les tests correspondant à la fabrication de leurs airbags pour que Honda puisse les accepter et puisse lancer la chaîne de fabrication de ces voitures. Donc, dès le départ, Takata s'est mal comporté et a continué à mentir tout au long des années en ne voulant pas se contredire, donc en incitant un certain nombre de constructeurs à acheter un produit dont ils savaient qu'il n'était pas bon au lieu de passer sur le produit suivant. De 2000 à 2013, on va assister à un certain nombre de ruptures qui sont attribuées à des défauts de fabrication et qui sont attribuées, y compris par l'autorité américaine de sécurité routière, donc la NHTSA, qui sont bien attribuées à des défauts de fabrication. Ce n'est qu'à partir de 2013, donc c'est la deuxième période, 2014-2019, que l'on commence à comprendre ou que la NHTSA va plus loin dans ses demandes d'explication et que l'on commence à comprendre qu'il y a, au-delà des problèmes de fabrication, un problème de vieillissement du nitrate d'ammonium en phase stabilisée, en particulier dans les pays chauds et humides, et c'est là où l'humidité, effectivement, entre et sort le plus facilement chaque jour du nitrate d'ammonium en phase stabilisée. Le véritable tournant, pour moi, réside dans le mois de novembre 2015, où le secrétaire d'État, le ministre des Transports américain, révèle que Takata a triché depuis le début et qu'il y a un problème de conception et que Takata a menti sur ce problème de conception depuis le démarrage, ce qui fait qu'ensuite, l'autorité de sûreté américaine décide d'un appel généralisé de tous les airbags 2400 dessicants produits et utilisés aux États-Unis
et le rappel doit être effectué sur 3 ans parce qu'on ne peut pas effectuer le rappel de tous les airbags en une seule année. Ce rappel va conduire à la faillite et la condamnation de la part de la justice va conduire à la faillite de Takata en 2017 et à une responsabilité qui va être transférée au constructeur. Nous sommes donc en 2019 à une situation aux États-Unis où le rappel est intervenu depuis 3 ans et où normalement la situation est finie. La situation est finie, il y a eu un problème détecté, le rappel est effectué, donc il ne doit plus y avoir de rupture. Et malheureusement, et c'est la 3e période, de 2019 jusqu'à aujourd'hui, on va constater que les ruptures des airbags Takata continuent à se produire, à la fois aux États-Unis, mais aussi en Europe et aussi en France. Les rappels ne sont pas... L'un des points à noter, c'est qu'en 2021, si ma mémoire est bonne, aux États-Unis, on est simplement à 70% d'airbags véritablement rappelés. Donc, il y a un défaut de rappel aux USA, ce qui fait que les ruptures se continuent. Il y en a encore 2 sur des véhicules Honda, si ma mémoire est bonne, en 2023, et on arrive à une 30aine de morts aux États-Unis à la fin mai 2025. De là l'idée que, effectivement, fin décembre 2020, on est à 74% des rappels aux États-Unis, et donc de là l'échec. C'est à peu près à ce moment-là qu'arrivent les premiers morts dans les DROM en France, et nous allons voir des réactions diversifiées des constructeurs européens. C'est le slide suivant. Que se passe-t-il au fond en Europe, alors que nous avons un rappel généralisé aux États-Unis de 2016 à 2019? Pourquoi ce même rappel n'est pas effectué en Europe? Et pour bien le comprendre, il faut se replacer dans la situation des constructeurs européens en 2016 qui ont 4 observations. Première observation, 2016, aucune rupture n'est intervenue récemment dans l'Union européenne. Il y a une rupture en 2002, mais je passe, c'est autre chose. Les résultats de modélisation de la durée de vie d'un véhicule dépendent d'un grand nombre de paramètres, mais montrent que la durée de vie est assez longue. Et 3e point, et surtout, les représentants européens de Takata viennent voir les constructeurs européens en leur disant « Attention, l'usine allemande de Takata est bien meilleure que l'usine mexicaine, donc les produits que nous sortons vont être bien meilleurs et n'en vont pas souffrir de ce défaut. » Dernier point, l'autorité fédérale des transports motorisés allemande va mettre en place un programme de surveillance des airbags de tous les constructeurs en demandant à tous les constructeurs de le réaliser, et quand ils font des tests, les constructeurs européens ne voient pas de dégradation particulière. Donc, en résumé, en 2016, les constructeurs européens ont l'impression qu'ils passent à travers, si vous me permettez l'expression, le rappel, et Le Monde, en juin 2015, titre ou ouvre l'un de ses articles sur cette phrase absolument superbe: « Il faut sauver le soldat Takata ». À partir de là, on a une typologie des constructeurs présents dans l'Union européenne en 3. Les constructeurs, c'est la colonne de gauche, qui sont présents aux États-Unis et qui ont été vaccinés par ce qui se passe aux États-Unis, si vous me passez ce terme. De là, ces constructeurs vont lancer des rappels dès 2015, dès 2016. Ensuite, des constructeurs européens qui vont lancer un certain nombre de tests de manière massive, probablement aussi à la suite de demandes du NHTSA. L'un des constructeurs va donc lancer 15 000 tests annuels d'airbag dans toutes les régions du monde. Et dernière catégorie, c'est la colonne de droite, des constructeurs qui vont simplement faire le programme minimal, entre guillemets, demandé par le KBA. Et pour le KBA, un véhicule allemand
circule en Allemagne, fait du tourisme en Espagne, et le KBA ne connaît malheureusement pas les DROM, puisque les DROM échappent à leur conception habituelle de l'Europe. Mais ça, c'est un propos que vous oublierez, puisque je vais trop loin dans la façon dont le KBA a travaillé, donc ne le prenez pas en compte. Néanmoins, le constructeur a effectué un certain nombre de tests, y compris dans les DROM. Ce que nous constatons, c'est que malheureusement, dans les 3 cas, pour les 3 types de constructeurs, des ruptures d'airbag avec des accidents vont se produire, y compris pour ceux qui ont été le plus prudents ou le plus prudent vis-à-vis de cette affaire. On constate pour les 3 un certain nombre de ruptures. Simplement, dans un certain nombre de cas, les rappels ont précédé les ruptures. Dans un certain nombre d'autres, et en particulier pour la 3e colonne, les rappels sont intervenus après les premières ruptures. Mais ce que nous en déduisons, c'est que le point principal est que ce qui est le plus important, ce sont les rappels des véhicules, et que même dans le premier cas, premier constructeur, les rappels n'ont pas été suffisamment bien effectués pour qu'il n'y ait plus de problème. Donc, comme aux États-Unis, on s'aperçoit que les ruptures se poursuivent après les rappels et vont durer très longtemps. Slide suivant. Et si vous voulez, ce slide vous résume de façon rapide l'un des problèmes que nous avons constatés dans ce dossier, qui est l'inefficacité du fichier des immatriculations, donc du fichier CIV. Si j'essaie de le faire de manière rapide, lorsqu'on interroge ou lorsqu'un constructeur interroge le fichier CIV à partir de 100 véhicules, il reçoit des réponses sur 66. Sur les 66, environ 10 à 15% n'habitent plus à l'adresse indiquée, et il travaille à partir des adresses reçues, ce qui fait qu'il reste à la fin entre un grand nombre de véhicules qui ne sont pas appelés ou dont les airbags ne sont pas changés. La situation étant pire dans les DROM, c'est les cases en bas à gauche. À l'issue de l'interrogation du SIV, c'est ce qui est donné par le fichier SIV. Les constructeurs nous indiquent qu'en France, on arrive à joindre 50% des propriétaires. Par contre, en Martinique, on ne joint que 16% des propriétaires. Donc, de là l'idée, effectivement, qu'il y a un immense trou dans la raquette et une immense problématique de rappel dans notre pays, tout au moins à la fin du mois de juin. C'est le transparent suivant. Où en sommes-nous donc fin juin, début juillet? Nous sommes face à des millions d'airbags disséminés dans les véhicules, et nous ne savons pas exactement quels sont les véhicules à rappeler. Nous pouvons en rappeler un certain nombre, mais nous savons qu'il y a des véhicules qui ne vont pas être rappelés. Donc, plus des millions d'airbags qui sont rappel simple ou avec stop drive, mais le rappel ne va concerner naturellement le stop drive que les véhicules dont on peut identifier les propriétaires ou les adresses. De là l'idée d'une efficacité relative des rappels et d'un fichier des immatriculations qui ne permet pas de retrouver tous les propriétaires. Donc, de là la conclusion que sans action forte, il est probable que nous continuions à avoir des ruptures sur les airbags sans dessicants, et qu'il faut mettre en place une surveillance pour éviter les ruptures d'airbag avec dessicants. Donc, de là la question principale, comment retrouver un maximum d'airbags et comment faire en sorte qu'ils soient replacés. À partir de là, le rapport, et c'est le slide suivant, de l'inspection effectue 5 types de recommandations sur lesquelles je vais essayer d'aller un peu plus vite. Première recommandation, c'est de dire attention, essayez de traiter
non pas constructeur par constructeur, mais essayer de traiter la problématique à partir des différents types d'herbages, avec notamment pour les herbages 2004, un rappel ou un calendrier de rappel, et pour les herbages 2004L, probablement une surveillance. Deuxième type de recommandation, c'est l'idée d'intégrer les herbages dans les règles d'homologation habituelles. Pour l'instant, les herbages ne correspondaient pas à un produit homologué au titre de la réglementation ONU. C'est quelque chose à corriger et c'est quelque chose naturellement à corriger le plus rapidement possible. Avec l'autre idée dans ce deuxième point, c'est qu'il faut édicter une interdiction de circulation le plus rapidement possible pour les herbages faisant l'objet d'une procédure de stop drive. Et troisième point qui nous a choqués, c'est la problématique de la vente des véhicules équipés d'airbags défectueux. L'un des constructeurs a demandé aux automobilistes qui vérifiaient sur leur site s'ils étaient équipés d'un airbag défectueux de s'enregistrer. 5 semaines après cet enregistrement, 20% des véhicules correspondants étaient vendus. Donc, 20% des véhicules ont été passés au propriétaire suivant, ce qui ne nous semble effectivement pas acceptable. Troisième recommandation principale, c'est de mettre en place un suivi, un dispositif de rappel qui soit le plus efficace possible, donc d'avoir une traçabilité du produit et pardonnez-moi cette hésitation, c'est donc à travers cette recommandation la modification du fichier SIV qui doit être entreprise pour effectivement permettre de retrouver le plus rapidement possible les différents propriétaires. C'est aussi pouvoir accéder aux différentes informations de la justice pour savoir, lorsqu'un accident se produit, quelles sont les caractéristiques des airbags concernés et le retour d'expérience qu'il faut en tirer. Quatrième recommandation, c'est de faire du contrôle technique un filet de sécurité, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un véhicule se présente avec un airbag défectueux, le contrôle technique puisse arrêter ce véhicule, ce qui doit permettre de boucler en 2 ans les rappels, au lieu de traîner cette difficulté, ce problème des rappels des airbags sur 10 ans, comme aux États-Unis. Dernier point, et ça me permet effectivement de parler du SSMVM et de revenir sur l'article de jurisprudence automobile. Le SSMVM a dû inventer des procédures qui étaient inhabituelles. Vous avez bien compris que cette affaire Takata était inhabituelle dans le monde de l'automobile et inhabituelle pour le SSMVM. Donc, dès que le SSMVM a été informé de plusieurs accidents mortels dans les Drômes, il a dû mettre en place un certain nombre de moyens et de procédures pour procéder à ce rappel, avec une accélération encore plus forte liée au soutien politique qu'il a reçu depuis 6 mois. Et là, je crois qu'il faut en remercier très fortement le SSMVM. Mais le SSMVM n'a que de petits bras, entre guillemets. Le SSMVM n'a un effectif que de 9 ou 10 personnes, alors qu'il devrait être beaucoup plus nombreux pour faire face à de telles difficultés. Voilà, et j'en reviens à mon message principal. Mon message principal, c'est vérifier véritablement que sur votre véhicule et que sur le véhicule des personnes de votre famille, il n'y a pas d'airbag Takata. Donc, de là, 2 exemples de communication. L'exemple de communication mis en place par la préfecture de la région de Guadeloupe, l'accord avec les services centraux du ministère. Votre airbag peut vous sauver ou vous tuer. C'est une affiche qui a été installée sur les différentes routes de la Guadeloupe. Et à gauche, vous trouvez le message
qui a été passé sur un certain nombre de radios par Volkswagen en demandant effectivement, là encore, de rappeler, de vérifier si un conducteur est concerné ou non par l'airbag qu'il possède. Voilà, merci beaucoup à vous. Merci Dominique pour cette explication très claire. Alors, il y a quelques questions qui sont arrivées. Peut-être une question peut-être rapide. Je me permets d'apprendre parce qu'elle est de Marc Rigolo et qui est le directeur de la Fondation Maïf. Mais lui se dit, pose la question, est-ce que le problème est spécifique à la technologie Takata ou est-ce qu'en termes on peut avoir des termes similaires pour d'autres fournisseurs d'airbags vieillissants? Je ne sais pas si DGEDD est allé jusque-là dans sa réflexion. Elle s'est surtout concentrée sur Takata. Dominique. Pardon, j'avais coupé mon micro. La réponse est relativement simple. Le vieillissement concerne principalement le nitrate d'ammonium en phase stabilisée. Donc, c'est la priorité d'action à mener. Néanmoins, sur certains autres airbags, il peut y avoir des défauts de conception, éventuellement des défauts de vieillissement, mais je n'en ai pas en mémoire. Il peut y avoir aussi des défauts sur des airbags d'occasion venant d'Asie. C'est un défaut qui a été dénoncé par la NHTSA relativement récemment. Donc, l'affaire des airbags, malheureusement, n'est pas terminée. N'est pas terminé. Ben, merci pour ça. Alors, dans les pistes d'amélioration, on en reviendra peut-être tout à l'heure. J'ai noté effectivement un système collégial et cohérent de vigilance auto. On va dire que ça, c'est quelque chose de nouveau qui doit se mettre en place, qui n'existe pas véritablement aujourd'hui. Voilà, c'est quelque chose d'innovant, on va dire, et notamment également en intégrant là-dedans des pistes d'amélioration sur le SIV. Dominique, rapidement, s'il y a une petite explication là-dessus. Cette recommandation est inspirée effectivement de ce qui se passe dans la filière du médicament, où la première chose à voir, c'est la traçabilité du produit et pouvoir retrouver facilement les différents médicaments qui ont été disséminés ou qui ont été vendus. J'en profite au passage pour souligner que l'une des améliorations que nous avons envisagées avec la Fédération française des experts en automobile et que les experts puissent faire remonter à l'administration les différents cas d'airbag qui se sont déclenchés avec des ruptures, cas où il n'y aurait pas eu rupture mortelle. Et dans les expertises menées chaque jour par l'ensemble de la profession, ce cas doit se produire et cette information nous semblerait pouvoir être très utile à l'administration. Très bien, merci. Alors, dans les réglementations, dans les pistes d'amélioration, il est dit effectivement que le SSMVM n'a pas forcément, ou il faut renforcer les moyens d'agir du SSMVM. Donc, on va donner la parole à Catherine Bide, justement, qui va pouvoir nous expliquer tout ce qu'elle a pu mettre en œuvre à partir du moment, et Dominique l'a clairement rappelé, où le SSMVM et les pouvoirs publics ont été en mesure de mesurer l'ampleur du problème parce qu'ils étaient ils détenaient toutes les informations, chose qu'ils n'avaient pas avant. Donc, gros sujet aujourd'hui, et donc Catherine Bide va nous expliquer tout ce qu'elle a pu déjà mettre en place et tout ce qu'elle va continuer à mettre en place en fonction des moyens qui sont les siens. Catherine, c'est à vous. Merci. Alors, j'ai une présentation qui est préparée, mais je ne vais pas forcément la suivre exactement. C'est compliqué parce que ce n'est pas moi qui manipule la présentation. C'est moi. Est-ce que vous pouvez continuer, s'il vous plaît? Pardon. À la fois, ça va être plus simple pour moi. Bon, on reviendra peut-être plus tard si on a le temps sur ce qu'est effectivement le SSMVM, et je vous propose de continuer. Alors, comme il vous a été dit par Dominique Overlo, effectivement, nous n'avons pas forcément eu connaissance dès l'origine que des rappels ont été lancés, de l'ensemble des accidents qui s'étaient produits. Et on peut dire véritablement que en décembre 2024, nous avons décidé de réunir tous les constructeurs en leur demandant de mettre en place des rappels pour tous les véhicules pour lesquels les airbags Takata n'étaient pas remplacés. Et nous avons innové à ce moment-là parce que cette notion de stop drive n'existait pas. Et nous leur avons demandé, pour ceux dont la durée de vie sûre était dépassée,
de mettre en place des stop drive et donc de demander aux propriétaires des véhicules de ne plus conduire ces véhicules, ce qui était une première puis, qui n'avait pas existé jusque-là. En France, et d'ailleurs, je ne sais pas si ça avait existé ailleurs dans le monde, en tout cas, ça n'avait jamais existé en France. À cette époque-là, nous nous sommes rendus compte également que les constructeurs n'avaient pas forcément recensé l'ensemble des véhicules qui circulaient encore avec des airbags Takata, et nous leur avons demandé de les contacter au plus vite, et oui, de les contacter au plus vite. Suivant. Dès le 8 janvier 2025, nous avons ainsi mis en ligne une page Internet qui était destinée à informer les automobilistes, puisque nous nous étions rendus compte que les automobilistes ne savaient pas si leur véhicule était concerné ou pas, n'ayant pas reçu de lettre, parfois parce que le courrier ne leur était pas arrivé, parfois parce que le courrier n'avait jamais été envoyé pour X raisons. Et donc, depuis janvier 2025, un propriétaire de véhicule qui souhaite savoir si son véhicule est concerné peut à la fois utiliser la liste des modèles qui est indiquée sur notre site Internet, mais également, on y viendra dans la chronologie un peu plus tard, peut maintenant savoir précisément si son véhicule personnel est utilisé. Mais depuis janvier 2025, les propriétaires de véhicules pouvaient savoir déjà si leur véhicule correspondait à un modèle qui pouvait être mis en cause ou pas. Pour la petite histoire, ça ne nous consolera pas en France, mais il y a quelques semaines encore, j'ai découvert que les autorités italiennes, pour ne pas les nommer, ne savaient pas encore exactement quel modèle de véhicule était concerné ou pas par l'affaire Takata. En janvier 2025, on a aussi décidé de mettre en place dans les DROM une campagne d'information. Ça nous paraissait important parce que, comme on le sait tous, la problématique est particulièrement criante dans les DROM, à la fois parce qu'il est difficile de retrouver les propriétaires, mais aussi parce que les conditions de dégradation des véhicules sont plus importantes dans les DROM. Et donc, en janvier 2025, nous avons lancé une campagne d'information dans les stations-service, dans les centres de contrôle technique, pour vraiment sensibiliser les automobilistes et les inviter à contacter leur garagiste pour faire changer leurs airbags. Parce que c'est aussi des problématiques qu'on rencontre, c'est comment toucher les automobilistes au-delà des courriers qui arrivent ou qui n'arrivent pas. Suivant. Au bout de quelques semaines, nous nous sommes aperçus que cela n'était pas suffisant. Donc, nous avons décidé de prendre un arrêté ministériel, un arrêté qui permettait vraiment officiellement de renforcer les mesures que nous avions demandées par courrier. Et nous avons à ce moment-là clairement demandé de viser par un stop drive tous les véhicules qui étaient équipés d'airbag Takata PESAN et dont la durée de vie en sécurité était dépassée, d'adresser un nouveau courrier qui devait vraiment clairement indiquer que les propriétaires devaient arrêter de conduire leur véhicule. Et nous avons demandé dans ce premier arrêté également aux constructeurs de mettre en œuvre tous les moyens à leur disposition pour rechercher activement si l'adresse courante du propriétaire avait évolué. C'est-à-dire qu'ils ne se contentaient pas, nous leur avons demandé de ne pas se contenter de ce que pouvait retourner le système d'immatriculation des véhicules, qui a ses limites. Dominique Auverlot vous a parlé tout à l'heure des résultats qu'on pouvait obtenir avec le SIV. Voilà, l'État a beau y mettre tous les moyens qu'il peut, si les propriétaires de véhicules ne mettent pas à jour leurs adresses dans le SIV, il n'y a pas de solution miracle. Et donc, c'est pour ça que dès avril 2025, nous avons demandé aux constructeurs de chercher d'autres solutions pour contacter les propriétaires. Suivant. Nous leur avons également demandé de mettre en ligne une plateforme d'information où maintenant, depuis le mois d'avril 2025, chaque propriétaire peut savoir si son véhicule est directement concerné ou pas. Donc, ces plateformes d'information, elles sont accessibles sur les sites des constructeurs, elles sont aussi accessibles sur notre site où nous avons regroupé toutes les plateformes d'information, ce qui finalement facilite les choses. Et en plus, le constructeur est obligé de dire si le véhicule peut encore être conduit ou s'il fait l'objet d'un stop drive. Nous avons également demandé
de mettre en place un système d'information centralisé, puisque nous nous sommes aperçus que finalement, les constructeurs n'avaient pas forcément de système d'information centralisé. Une des problématiques étant que dans les départements outre-mer, ce n'est quasiment jamais le représentant français de la marque qui s'occupe de ces départements. Alors bien évidemment, quand le constructeur est français, c'est le constructeur français qui est responsable. Mais quand le constructeur est étranger, les départements outre-mer sont rattachés qui à la partie Amérique ou la partie Asie, ce qui ne simplifie pas les choses et multiplie le nombre de correspondants. Mais pour nous, notre correspondant unique reste toujours le constructeur, même s'il a ensuite des distributeurs différents selon les territoires. Et puis, nous avons également demandé à cette époque-là, par arrêté, de remettre une attestation de remplacement de l'airbag au propriétaire, parce que ça nous paraissait important que les propriétaires puissent justifier du remplacement de cet airbag. Et nous avons d'ailleurs à l'époque demandé aux constructeurs de fournir des attestations rétroactivement, puisqu'il n'aurait pas été juste que les propriétaires qui avaient fait changer leurs airbags un peu plus tôt n'aient pas la possibilité de prouver que le remplacement avait bien été fait. Suivant. Alors, comme vous le savez tous, malheureusement, un nouvel accident est arrivé, s'est produit le 11 juin 2025, et je dois dire que cet accident nous a tous très fortement perturbés parce que ce véhicule n'avait pas été identifié comme un risque immédiat par le constructeur. Et donc, cela rend encore plus inacceptable cet accident, si on peut penser qu'un accident mortel soit acceptable ou pas finalement. Mais là, nous nous sommes rendus compte qu'il était indispensable de réévaluer l'analyse des risques des véhicules puisqu'on ne pouvait plus y faire confiance et qu'on ne pouvait pas uniquement se baser sur ce que disaient les constructeurs. Et nous avons donc à ce moment-là modifié l'arrêté du 9 avril 2025 en demandant un certain nombre de choses. Là, vraiment clairement de rappeler tous les véhicules en circulation qui sont équipés d'airbags Takata de la même technologie, avec néanmoins une possibilité d'échelonnement, et je vais y revenir juste après. Nous avons demandé également de placer en stop-drive tous les véhicules avec airbag Takata à risque dans les DROM en Corse et en métropole pour les plus anciens. Et je m'en excuse, il y a une erreur sur cette page. Non seulement ceux qui ont été mis en circulation jusqu'au 31 décembre 2011, mais également nous avons demandé aux constructeurs de placer en stop drive tous les véhicules dont la durée de vie sûre était bien sûr déjà atteinte, mais aussi ceux dont la durée de vie sûre ne serait atteinte que dans 3 ans ou moins, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. C'est-à-dire que nous avons souhaité, en attendant qu'il y ait une réévaluation des risques, nous avons souhaité prendre cette précaution en disant si vous pensez que la durée de vie sûre est atteinte dans 3 ans, ben nous on vous demande quand même de mettre le véhicule en stop drive. Voilà, pour avoir une marge de manœuvre et ne pas attendre le moment où le véhicule risque de devenir dangereux pour le mettre en stop drive et donc, comme on sait tous que les choses ne se font pas instantanément, risquer un accident parce que l'airbag n'a pas été remplacé. Et nous avons aussi demandé dans ce nouvel arrêté ou la modification de l'arrêté précédent de tester et de surveiller les airbags Takata et d'évaluer leur durée de vie sûre. Parce que, vous l'avez compris, certains véhicules sont en stop drive, d'autres ne sont pas encore en stop drive. Tout à l'heure, M. Eke faisait référence à la nouvelle campagne de stop drive de certains véhicules Opel. Oui, pourquoi ça s'est passé et il va y en avoir d'autres, je vous le dis. Ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, les véhicules Opel n'étaient pas en stop drive. Et puis, quand le groupe Stellantis a commencé à faire les tests qui étaient prévus par l'arrêté, ils se sont rendus compte que certains véhicules devraient basculer en stop drive du fait de leur durée de vie sûre, finalement réévaluée. Donc, il y a eu une première vague qui a été lancée par le groupe Stellantis pour Opel à la suite de ces tests, et il y en aura d'autres à venir dans les prochaines semaines, normalement. En tout cas, nous l'avons demandé. Suivant. Nous avons également demandé, et c'est très important, de mettre gratuitement à disposition des propriétaires des véhicules qui le souhaitent des solutions de mobilité jusqu'au remplacement des airbags concernés et pas le jour du remplacement comme certains le comprennent, hein, bien évidemment, très rapidement, et de proposer aussi de se rendre au domicile des propriétaires ou de
venir chercher les véhicules au domicile pour les amener sur le lieu de réparation pour que le propriétaire n'ait pas besoin de se déplacer avec un véhicule qu'il n'a normalement plus le droit d'utiliser. Et puis, on a beaucoup parlé, Dominique Overlo a beaucoup parlé de la problématique des courriers qui n'arrivent pas ou des véhicules. Laurent Hequet a parlé de véhicules qui n'étaient pas repérés. En fait, le problème n'est pas que les véhicules ne sont pas repérés. Je crois que les constructeurs aujourd'hui savent quels véhicules ont des airbags Takata et quels véhicules devraient faire l'objet de remplacement d'airbags. La problématique, c'est pas de savoir quels sont les véhicules. La problématique, c'est de repérer les propriétaires actuels et non pas les véhicules. Et je voudrais corriger ce qui a pu être dit ce matin, vraiment en ce sens. Et donc, pour ce faire, dans notre arrêté, nous avons aussi imposé aux constructeurs, à tous les constructeurs, de mettre en place des plans de communication, à la fois en métropole et aussi dans les départements outre-mer. En outre-mer, on leur a demandé d'aller jusqu'à des actions de prospection, à porte-à-porte, du démarchage de rue. Je pense que tout un chacun a entendu cet été, ou c'était en septembre et en octobre, la campagne de Volkswagen sur les ondes, invitant tous les propriétaires de véhicules à vérifier s'ils étaient concernés ou pas. Tous les constructeurs sont concernés par cette communication. Ils le font de façon un peu différente les uns et les autres. Un constructeur aujourd'hui en est même à envoyer des huissiers dans les départements outre-mer pour faire du porte-à-porte et dire aux propriétaires, il faut vraiment, vous êtes concernés, il faut absolument aller faire changer votre airbag. Et puis, nous avons aussi demandé de publier la liste des modèles de véhicules qui ont été mis sur le marché entre 1995 et 2019. Avec pour chaque modèle la marque et le type d'airbag utilisé, de façon à obliger les constructeurs à être très transparents sur les airbags qui équipent leurs véhicules et pas seulement les airbags Takata, bien évidemment, tous les airbags qui équipent les véhicules mis sur le marché entre 1995 et 2019. Suivant. Voilà, cet arrêté prévoit des astreintes qui s'élèvent jusqu'à 1 million d'euros par jour de retard pour les constructeurs qui ne respecteraient pas ces prescriptions. Et aujourd'hui, nous avons encore 2,4 millions de véhicules pour lesquels il s'agit de remplacer des airbags et 80% de ces véhicules sont en stop drive. Malheureusement, en France, à ce jour, nous avons 45 accidents qui sont recensés avec 19 décès. Je voudrais parler de l'accident de Nouvelle-Calédonie auquel Laurent Hequet a fait référence tout à l'heure. Alors d'abord pour vous dire que nous ne sommes pas compétents au SSMVM en Nouvelle-Calédonie, puisque c'est le gouverneur de Nouvelle-Calédonie qui est compétent. Néanmoins, nous nous sommes bien évidemment intéressés immédiatement à cet accident, ne serait-ce pour en comprendre les causes. Nous avons aujourd'hui la certitude que cet accident s'est produit dans des conditions très particulières qui ne pourraient pas se reproduire, notamment dans un garage ou lors du contrôle technique, quand les conditions normales de sécurité sont respectées. Il faut vraiment bien comprendre que cet accident est très, très particulier. Il s'agissait d'un véhicule qui était en stop drive. Le constructeur avait envoyé un courrier qui malheureusement n'était pas arrivé parce que le système de Nouvelle-Calédonie ne comportait pas l'adresse du propriétaire actuel. C'est une première chose. Et la deuxième chose, ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment les conditions de cet accident sont très, très particulières. Et sans vouloir en dévoiler plus, il ne faut pas craindre qu'un tel accident se reproduise de façon classique ici. Voilà, je tenais à le dire vraiment, voilà. Et je voulais également vous dire, s'agissant de la Nouvelle-Calédonie, que ma directrice générale et le directeur général des Outre-mer ont écrit 2 fois déjà au gouverneur de Nouvelle-Calédonie pour lui faire part des mesures qui sont mises en place en métropole et dans les départements d'outre-mer et pour l'inviter à mettre en place le même type de mesures. Mais également, je peux vous dire aussi que la très grande majorité des constructeurs m'a déjà assuré avoir mis en place des rappels et des stop drive quand c'était nécessaire en Nouvelle-Calédonie.
Très bien, ben, merci Catherine pour toutes ces explications. On voit toute l'implication, tout le déroulement des actions au sein du CCM-VM. Merci pour les précisions que vous avez apportées, parce que je pense que effectivement la problématique, c'est repérer les propriétaires. Donc, Oui, c'est pas repérer les véhicules. Je tiens à préciser que c'est pas la même chose. vous l'avez bien dit, et je pense que ça, il faut bien insister. Alors, on espère que tout se met en place pour justement vous permettre ou aider justement au repérage. Bon, pour vous, selon vous, l'ensemble des acteurs que vous contactez jouent-ils tous le jeu? On pense que oui, ils sont vraiment à votre écoute et ils essayent de tout mettre en œuvre pour repérer les propriétaires. Est-ce qu'il y a certains acteurs auxquels vous pensez qui pourraient être plus particulièrement impliqués ou pas à ce jour? Alors aujourd'hui, et je ne l'ai pas dit, nous avons aussi eu la chance de travailler avec les assureurs. Les assureurs ont accepté de travailler avec nous. Je ne parlerai pas de la partie contrôle technique puisque Caroline Maé-Decker en parlera après. Mais les assureurs ont accepté de travailler avec nous et sur la base du volontariat des assureurs, mais une grande partie d'entre eux a répondu présent, les constructeurs peuvent questionner les assureurs pour essayer d'obtenir des adresses plus récentes pour les propriétaires qu'ils n'arrivent pas à contacter. Alors, ce n'est pas une solution miracle non plus, mais déjà, ça permet d'obtenir un certain nombre d'adresses. Et puis, il y a très certainement d'autres pistes à envisager qui aujourd'hui sont encore en discussion, notamment, vraisemblablement, il nous faudrait avoir plus d'informations sur les véhicules qui ne circulent plus du tout et qui ont été mis dans des casses auto. Parce qu'aujourd'hui, le système est ainsi fait qu'un véhicule qui a été déclaré détruit, enfin qui est, non, excusez-moi, un véhicule qui est dans une casse auto n'est pas forcément déclaré détruit dans le SIV. Et donc le constructeur continue à chercher le véhicule sans avoir de certitude que ce véhicule est encore sur la route. Les constructeurs me disent aussi qu'on peut avoir des véhicules immatriculés à la fois en France et dans un autre pays. La question est de savoir si finalement le véhicule est en France ou s'il est dans l'autre pays. Voilà, nous réfléchissons à toutes ces pistes. Nous travaillons aussi avec les experts les experts automobiles pour mettre en place la recommandation de l'IGEDD. Voilà, on a encore un peu de travail à faire là-dessus, mais finalement, l'important, c'est de tous bien comprendre qu'il faut arriver à atteindre les propriétaires. Et les propriétaires, on va les atteindre, certes, peut-être par des courriers, mais malheureusement, je ne suis pas sûre que ça soit suffisant, même si on arrive à obtenir plus d'adresses récentes. Il y a aussi vraiment besoin de tous relayer cette information, d'en parler autour de nous. Voilà, c'est pour ça que les spots radio, des spots télé seraient une bonne idée aussi, les journaux, parce qu'il faut vraiment que tous les propriétaires concernés, à un moment donné, se sentent concernés et se posent la question, voilà, suis-je concerné? Oui, oui, mais il faut que j'y aille. Ben, je pense que l'appel est lancé en tout cas à tous ceux qui nous écoutent et qui peuvent contribuer, qui peuvent aussi avoir des idées pour faire remonter en fait, pour savoir comment effectivement tout mettre en œuvre pour aider à repérer tous ces propriétaires. Alors, il y a beaucoup de questions qui sont posées, mais je crois qu'il faut qu'on continue parce que le sujet est tellement passionnant. Il y a beaucoup de questions d'une part, mais qu'on est en train un petit peu de prendre du retard. Donc, alors, je crois, malgré tout, il y a une question, Monsieur Eki. Allez-y, allez-y. Il faut que je précise un peu la Nouvelle-Calédonie parce qu'on me dit que j'en ai dit trop ou pas assez. J'ai pas eu le temps de voir toutes les questions parce que je parlais, j'ai pas lu les questions. Ce véhicule était un véhicule qui était effectivement qui n'était pas en état de circuler, mais qui a été les conditions de l'accident sont des conditions qui ne pourraient jamais arriver dans un garage ou qui ne pourraient jamais arriver en contrôle technique. C'est ça que je voulais dire. Alors oui, bien sûr, tout un chacun a le droit de bricoler son véhicule chez lui dans son jardin et il peut arriver malheureusement des accidents. Mais voilà, mon message, c'est cet accident vraiment dramatique est arrivé dans des conditions qui ne se produiront pas dans un garage ou dans un centre de contrôle technique. C'est important que vous le précisiez, d'autant plus dans la question, il est précisé que c'est un véhicule qui est sur cale. J'en dirai pas plus, que je ne suis pas suffisamment technique non plus, mais on a vu effectivement des possibilités de trafiquer. Quelqu'un qui va trafiquer l'airbag peut amener à son déclenchement. Donc là, effectivement, il faut être extrêmement prudent sur la façon dont la personne a pu
effectivement faire des choses sur ce véhicule. Alors, moi, je voudrais qu'on passe au point suivant, qui est le rôle, toujours dans le rôle des exigences des pouvoirs publics, donc c'est l'action du contrôle technique et la réflexion européenne. Donc, Caroline Mahédecker, la parole vous est donnée. Je passe aussi la présentation et on va voir que c'est complémentaire par rapport à l'action du SSM-VM, notamment au niveau contrôle technique. Mais je pense que le premier point, vous voulez l'apporter sur la réflexion que vous avez au niveau de l'Europe sur justement une des recommandations pour l'homologation. Merci beaucoup. Donc effectivement, cette affaire sur les airbags Takata nous a fait effectivement nous plonger sur la réglementation. Les normes qui sont aujourd'hui en vigueur sont-elles aujourd'hui adaptées à la situation? Je voudrais rappeler qu'aujourd'hui, les airbags ne font pas l'objet d'une homologation, donc ils sont inclus en fait dans tout un dispositif de sécurité sur les véhicules, mais pour autant, l'airbag en tant que tel n'est pas homologué. Ce qui pousse donc à réfléchir sur l'encadrement de ce dispositif. Et je rappelle à ce titre que la réglementation et les normes en la matière sont définies au niveau européen et international, elles ne sont absolument pas définies au niveau national. D'où le fait que pour faire évoluer cette problématique, nous avons besoin de travailler avec nos collègues européens et au niveau international. Et pour ce faire, la France a mobilisé et elle a sollicité une action pour justement éviter qu'un risque similaire puisse arriver dans le futur. Et donc, en particulier, le sujet a été porté auprès de la Commission européenne, auprès de nos homologues européens, mais également auprès des Nations Unies, afin de porter une initiative qui devrait permettre d'assurer, d'encadrer la sécurité des airbags, et pas seulement des airbags, puisque la question peut également se poser pour des systèmes pyrotechniques qui sont aujourd'hui installés sur les véhicules. Les travaux sont en cours. On a réussi à mobiliser un certain nombre d'acteurs autour de cette problématique. Ce sont des négociations qui se situent dans des groupes de travail au niveau international. Voilà, on continue les travaux en la matière avec une prochaine échéance qui se tiendra en décembre. Donc ça, ce sont toutes les actions que nous menons, disons, en amont pour les futurs véhicules. Mais comme vous l'avez signalé, aujourd'hui, nous avons aussi nécessité collectivement à travailler sur la situation actuelle, à la fois pour les airbags Takata, mais aussi, et c'est un point important pour nous, de pouvoir en tirer le retour d'expérience et les conséquences pour des éventuels futurs rappels graves de ce type-là, même si bien sûr on ne les souhaite pas, qui pourraient survenir à l'avenir. Et donc, le contexte, je vais passer rapidement dessus, puisque voilà, Dominique Oberlo et Catherine Witt l'ont rappelé largement. On a une grosse difficulté pour les constructeurs à joindre au moins une partie des propriétaires, et ceux-ci, quand bien même ils ont l'information, ne prennent pas toujours conscience de façon suffisamment forte de la nécessité d'agir et d'effectuer le rappel. Ces difficultés, elles ne sont pas spécifiques à la campagne de rappel Takata, elles sont également observées pour d'autres types de campagnes de rappel, qui peuvent être aussi parfois des rappels de sécurité graves, même s'ils ont été aussi moins médiatisés que l'affaire Takata. Donc pour nous, l'objectif, ça a été de se dire finalement, en contrôle technique, on voit passer régulièrement les véhicules de façon obligatoire, avec un objectif évident de sécurité des véhicules qui sont en circulation. Et donc, par ce canal-là, par le canal du contrôle technique, on peut toucher les usagers, on peut leur signaler que leur véhicule est contrôlé, est concerné par une campagne de rappel Takata et les sensibiliser sur le sujet. Donc, je vais présenter maintenant à la fois les actions qui sont menées, qui sont en vigueur aujourd'hui dans le cadre du contrôle technique, et je vous présenterai par la suite les projets que nous avons pour l'avenir. Donc, tout d'abord, les actions qui sont déjà déployées. Elles sont de deux ordres en réalité. Donc, la première, elle consiste à informer les propriétaires des véhicules concernés au moment où ils arrivent dans le centre de contrôle technique pour passer leur contrôle technique. Et donc, pour cela, nous avons mobilisé les réseaux et les centres de contrôle technique pour qu'ils contribuent à cette campagne d'information dont vous avez parlé, Madame Witt, tout à l'heure, pour qu'ils contribuent à relayer l'information sur la campagne de rappel Takata en cours, les mobiliser, les informer. Au-delà de cette information, on va dire, générale, qui est donc par affichage, par élément de langage, on a également souhaité cibler spécifiquement les véhicules concernés en inscrivant depuis février 2025 un commentaire
sur le procès-verbal de contrôle technique pour alerter les propriétaires des véhicules qui sont concernés par une campagne de rappel Takata. Et donc, ce canal-là a permis, depuis sa mise en place et jusqu'à la fin du mois d'octobre, d'informer de façon vraiment ciblée plus de à peu près 1 demi-million de propriétaires qu'ils devaient se rendre le plus vite possible vers leur garagiste pour effectuer les réparations. On a à peu près, en moyenne sur cette période, à peu près 3% des contrôles techniques réalisés qui ont fait l'objet d'un commentaire parce que le véhicule, au moment de son passage en contrôle technique, était concerné par un rappel Takata. Je voulais aussi signaler qu'aujourd'hui, ce dispositif, il n'est pas visible. C'est-à-dire le fait qu'un véhicule soit équipé d'un airbag Takata, un contrôleur technique ne peut pas le voir a priori quand le véhicule passe en contrôle technique. Et donc, tout ce dispositif qu'on a mis en place, il est fondé sur la communication des données entre les constructeurs jusqu'au centre de contrôle technique pour que l'information circule et soit connue sur le fait que le véhicule fasse effectivement l'objet d'un rappel. Sur le sujet, donc nous avons un dispositif qui a été mis en place spécifiquement pour transmettre les données jusqu'au centre de contrôle technique. Ensuite, deuxième axe de travail important qui a été mis en place et qui fait aussi écho à ce que Madame Mitt indiquait tout à l'heure concernant la convention qui a été passée avec les assureurs pour faciliter la transmission des données de contact des propriétaires des véhicules. Donc, nous avons également travaillé avec les réseaux de contrôle technique et les constructeurs volontaires via le facilitateur qui est l'organisme technique central, l'OTC, pour permettre le partage des données de contact des propriétaires des véhicules qui sont connus en contrôle technique. Et ce dispositif est désormais opérationnel. On a eu des premières transmissions de données qui ont été effectuées auprès des constructeurs qui se sont signalés et qui ont signé cette convention. Ensuite, je voudrais vous parler des actions qui sont en préparation via le contrôle technique. Donc, on souhaite renforcer le lien d'une façon générale entre le contrôle technique et les campagnes de rappel grave. Ceci afin de pouvoir mettre en contre-visite les véhicules qui sont aujourd'hui concernés par une campagne de rappel en stop drive. Aujourd'hui, les textes réglementaires ne nous permettent pas, en contrôle technique, de mettre en contre-visite un véhicule qui est concerné par un rappel Takata stop drive. Donc, on souhaite faire évoluer les textes pour pouvoir le faire. C'est en cours. Alors, on a une consultation du public qui a été engagée cet été et on espère pouvoir avoir une publication de ces textes très prochainement. Cela nécessite aussi une adaptation dans la transmission des données entre les constructeurs et l'OTC jusqu'au centre de contrôle technique parce qu'on doit avoir une information qui est quasiment en temps réel. Puisqu'à partir du moment où on va mettre en contre-visite les véhicules, en contrôle technique, la fin de validité du contrôle technique sera de 24 heures pour ces véhicules qui sont en stop drive et il sera donc nécessaire qu'on ait la connaissance quasiment en temps réel de la réparation des véhicules, savoir si les véhicules sont toujours concernés par ce rappel ou s'ils ont été correctement réparés. On projette donc une entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions pour le début d'année prochaine. Et je le disais, la problématique est bien évidemment celle qui est présente sur la problématique Takata, mais d'une façon plus générale, si à l'avenir on devait également lancer des campagnes de rappel graves avec Stop Drive, nous souhaiterions également que ce dispositif rentre dans le dispositif. Deuxième axe de travail, donc je vous l'ai dit, on a mis en place un dispositif volontaire entre les réseaux de contrôle technique et les constructeurs pour pouvoir faciliter la transmission des données de contact des propriétaires des véhicules et faire en sorte qu'ils puissent effectivement être joints par les constructeurs. On rendra ce dispositif également obligatoire pour faciliter du coup la transmission des données. Donc voilà les différentes actions qui ont été menées et qui sont en cours au niveau de notre sous-direction. Donc à la fois pour travailler en amont
sur l'encadrement réglementaire d'une façon plus générale, et à la fois en aval pour traiter à la fois de la situation critique sur les airbags Takata, mais également pour essayer d'anticiper et d'être correctement, d'avoir un dispositif qui soit tout de suite opérationnel dans le cas où on aurait un autre rappel grave qui surviendrait à l'avenir de ce type. Merci Caroline pour toutes ces explications. Vous avez soulevé un point important tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on est limité dans la détection des airbags parce que tout simplement, on ne peut pas le vérifier sans démontage, vous l'avez dit. Alors le contrôle technique n'est pas habilité justement à intervenir en démontage, et un démontage, c'est coûteux et c'est compliqué. Et quand on le démonte, on a pu faire effectivement une petite analyse dessus, on voit des étiquettes où il est mis en airbag, enfin airbag Takata, mais c'est compliqué. Et je pense que même lorsqu'il y a explosion du sac, eh bien, ça ne permet pas de voir non plus qu'il s'agissait d'un airbag Takata. Alors, par contre, au niveau européen, une petite question, est-ce que on a vu qu'il y a différents niveaux d'implication des pays, différents niveaux, différents stades d'évolution dans ce dossier. Est-ce que vous avez le sentiment au niveau des discussions européennes que l'ensemble des pays se sentent pleinement impliqués et prennent ce dossier à bras-le-corps ? Alors, c'est une question sensible. Je dirais qu'au niveau des négociations internationales sur l'encadrement des dispositifs d'airbag, on voit que le sujet est pris de façon assez différenciée entre les différents partenaires. On a un soutien très clair de la Commission européenne qui est mobilisée sur le sujet. Les États membres se sentent peut-être plus ou moins concernés selon aussi leur situation locale, les situations qu'ils connaissent dans leur pays. On sent toutefois que l'importance des actions qui ont été menées en France et que l'on partage au niveau européen et international suscite quand même de plus en plus de questions et et je pense mobilise aussi nos partenaires en la matière. Et je crois que Catherine souhaite compléter. Oui, si vous permettez, Laurent, je voudrais compléter parce qu'effectivement, on voit qu'avec les arrêtés que nous avons pris et les décisions que nous avons prises en France, où finalement, maintenant, je vous l'ai dit, énormément de véhicules sont en stop drive, les autres pays européens ont réagi. On a une particularité en France, c'est d'avoir des départements outre-mer, d'avoir des COM que n'ont pas nos collègues européens. Néanmoins, on a malheureusement eu aussi des accidents en métropole, il y a eu des accidents en Italie, il y a eu des accidents en Espagne, même si la presse ne s'en est pas fait vraiment écho en France. Et je dirais que l'ensemble des pays européens maintenant réagissent et demandent aux constructeurs, imposent aux constructeurs des mesures identiques à celles que nous avons prises en France. Alors, bon, on va dire que la France peut effectivement sert un petit peu d'étalonnage sur ces actions et montre que par son efficacité, eh bien, les autres pays peuvent aussi réagir. Donc ça, je pense qu'il faut le soulever. Et oui. En fait, il y a une chose qui est très importante que nous avons mis en place au travers de la réglementation, c'est que nous obligeons les constructeurs à fournir des véhicules de courtoisie. Parce que vous savez, un rappel, comment ça fonctionne? On écrit aux propriétaires, on leur demande de venir et puis on fait la modification. Quand c'est une modification logicielle, il n'y a bien sûr pas de problème de pièces. Quand il y a une question de quantité de pièces et quand on fait des rappels massifs, la question pourrait se poser. Et la particularité de ce que nous avons mis en place en France, c'est d'imposer aux constructeurs de fournir une solution de mobilité aux propriétaires. Et donc, on ne peut pas dire, on ne peut pas modifier, on ne peut pas remplacer l'airbag pour l'instant, donc on ne fait rien. Non, on ne peut pas remplacer l'airbag pour l'instant. Peut-être, mais dans ce cas-là, vous devez fournir une solution aux propriétaires du véhicule pour qu'ils ne continuent pas à utiliser un véhicule dangereux. Important et permettre justement de préserver la mobilité parce que les personnes pourraient être tentées de ne pas immobiliser leur véhicule à cause de ça. Donc ça, c'est tout le problème. C'est pour ça que je le précise. C'est vraiment quelque chose où nous avons innové. Dans des rappels classiques, la personne va au garage quand elle en a envie, quand elle a le temps, et jusqu'à ce qu'on ait imposé ces solutions de mobilité, finalement, et ça a été le cas quand les C3, DS3 ont été mises au début en stop drive dans le sud de la France, de nombreux propriétaires se sont retrouvés coincés
puisqu'il n'y avait pas encore assez d'airbags pour remplacer les airbags, et le constructeur demandait de ne plus conduire les véhicules. Donc, il y avait une situation très compliquée. Aujourd'hui, cette obligation est réglementaire. Nous l'avons prise par arrêté. Très bien. Merci en tout cas pour toutes ces explications. Je vous propose que l'on passe au point des questions-réponses. Il y avait un point précédent sur un petit peu plus d'explications sur le SSMVM et la sous-direction émissions et sécurité des véhicules, mais je pense que comme le temps passe, on a beaucoup de questions, donc on essaye d'en prendre quelques-unes. On n'y répondra pas à toutes, malheureusement. Peut-être en tant que, chacun intervenant peut effectivement prendre une question. Il y avait une question qui était posée concernant, alors je la lis telle qu'elle est posée. Êtes-vous en train de suggérer que la liste des modèles équipés d'airbag Takata n'est pas figée, pas encore complète, ou doit-on périodiquement vérifier qu'une voiture réputée comme non concernée il y a 2 mois ne bascule pas dans le camp des modèles concernés? Voilà. Alors, est-ce que c'est une question à laquelle vous pouvez répondre ou Oui. vous avez... Oui, Catherine? Oui. Alors, oui, je souhaiterais répondre à cette question. Comme je vous l'ai dit précédemment, nous avons mis les airbags des véhicules qui n'étaient pas encore en stop drive, voire éventuellement pas en rappel, sous surveillance. Nous avons demandé aux constructeurs de faire des tests sur ces airbags. Dominique Overlo vous a parlé en début de webinaire des différents types d'airbags. Il y existe des airbags Takata qui aujourd'hui ne sont même pas rappelés effectivement parce que ce sont des airbags avec dessicants. Pour ces véhicules, pour ces airbags, nous avons demandé des plans de surveillance aux constructeurs. Et nous leur avons demandé, nous les avons déjà informés, que nous n'hésiterions pas, nous leur imposerions des rappels, voire des stop drive, si finalement ces surveillances montraient que les airbags ne pouvaient pas rester sur les véhicules aussi longtemps que le véhicule vivrait. Voilà, donc oui, cette liste, elle n'est pas figée à tout jamais. Les choses pourraient changer. Je vous ai parlé tout à l'heure des véhicules Opel qui n'étaient même pas forcément encore en rappel et qui subitement se sont retrouvés en stop drive. Ben oui, parce que les tests que Stellantis a fait à notre demande ont montré qu'il fallait prendre des précautions. C'était pas, les tests n'ont pas montré que c'était catastrophique là tout de suite. Les tests ont montré que d'ici 3 ans, il pourrait y avoir un problème. Je vous ai parlé de cette histoire de 3 ans et Opel réagit comme il le doit en prenant les mesures nécessaires. Important. Dans les questions, il y en a une, c'est la question qui était juste posée après. Je pense que est-il envisageable de neutraliser les airbags en attendant de les remplacer? Alors ça, il faut peut-être répondre que, et notamment, c'est mis en retirant les fusibles ou avec la clé pour l'airbag passager. Caroline, toi ou moi? Je pense que c'est une très mauvaise idée. Voilà, l'objectif, c'est d'emmener, voilà, si vous avez conscience que le véhicule est concerné par un airbag Takata et qu'il faut le rappeler, l'enjeu, l'objectif, c'est vraiment de prendre contact avec le garagiste et de s'assurer de son remplacement. C'est absolument pas de chercher à désactiver l'airbag qui, par ailleurs, je rappelle, un airbag qui fonctionne correctement est un des dispositifs de sécurité importants du véhicule. Donc voilà, il est important de procéder à la réparation et de s'assurer que l'airbag devient de nouveau fonctionnel. Alors, justement, cette question est un peu liée. Elle était par rapport au contrôle technique, c'est-à-dire qu'un véhicule possédant un airbag Takata est-il refusé au contrôle technique, un airbag non remplacé? Comment ça se passe concrètement, puisque voilà, donc, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, un véhicule qui a un airbag Takata concerné par un rappel, qui arrive en contrôle technique, se voit informé du fait qu'il faut qu'il prenne contact avec son garagiste et qu'il procède à la réparation. Donc, c'est aujourd'hui une information en contrôle technique. Demain, donc quand je dis demain, c'est à partir de début 2026, une fois que les textes auront été effectivement modifiés et que les dispositifs de transmission des données, comme je disais tout à l'heure, auront pu être opérationnels, les véhicules qui sont en stop drive Takata seront mis en contre-visite, en contrôle technique. Ce qui, donc effectivement, n'est aujourd'hui pas le cas. Pour l'instant, il y a une information, un commentaire qui est passé sur le procès-verbal de contrôle technique. Demain, voilà, ces véhicules en stop drive seront mis en contre-visite. En revanche, voilà, les véhicules qui ne sont pas en stop drive donc feront l'objet d'une information, comme aujourd'hui.
comme aujourd'hui. Alors, dans la liste des questions, je les prends un peu au fur et à mesure, mais il y a une question qui posait sur, effectivement, j'ai dit tout à l'heure qu'on ne peut pas détecter si c'est un airbag Takata sans démontage. Alors, et une interrogation du système d'information du véhicule avec la valise, point d'interrogation. Je pense que Dominique voulait peut-être répondre à cette question. Merci de la question. L'un de nos espoirs au début de ce dossier était effectivement qu'on puisse brancher la valise permettant de diagnostiquer ce qui se passe, notamment en termes de pollution dans le véhicule, et d'identifier le type d'airbag présent dans le véhicule. Malheureusement, pour les véhicules anciens, l'airbag n'est pas enregistré dans l'ordinateur de bord du véhicule, donc c'est quelque chose qui n'est pas possible. J'espère que dans le futur, ce sera possible et on pourra savoir quel est l'airbag concerné. J'attire votre attention au passage, c'est sur le fait que s'il y a des accidents aujourd'hui sur des véhicules avec des airbags, si on ne peut pas accéder au type d'airbag, on ne sait pas si c'est un airbag Takata ou un airbag d'occasion ou un airbag asiatique, par exemple. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement dommageable pour tout le monde, qui ne permet pas d'effectuer de tirer tout le retour d'expérience nécessaire. Très bien. Bon, il y avait une question au tout début, mais effectivement, sur la certification, ou en tout cas les pièces qui sont mises en remplacement, bien évidemment, un constructeur, lorsqu'il remplace un airbag, va mettre un airbag conforme et s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un airbag Takata, bien évidemment. Ça paraît évident. Après, il y avait une question qui était posée, mais sur les véhicules qui sont en destruction et eh bien, le retrait des airbags Takata, mais il faut peut-être préciser, peut-être que Lionel Lamin nous le précisera, en tout cas tout à l'heure, que on ne peut pas monter un airbag d'occasion sur un véhicule. Donc, je pense que c'est une pièce de sécurité et que c'est très important de le préciser. Le temps passe très, très rapidement. Il est 27. On va pratiquement être obligé de conclure. Est-ce qu'il y a encore une question au niveau des intervenants sur laquelle vous souhaiteriez réagir? Il y en a de nombreuses, mais on ne peut malheureusement pas toutes les prendre. Est-ce qu'il y a une question qui vous semble importante et à laquelle vous souhaiteriez répondre? Caroline, Catherine, Dominique? La liste est longue. Hein. Vu l'heure, non pour moi. Et on a répondu quand même à un bon nombre de questions au fur et à mesure des interventions. Bah, écoutez, je voudrais effectivement vous remercier pour cet échange. Et donc, on avait un invité observateur qui nous a observé pendant tout le temps. On va peut-être lui donner rapidement la parole pour qu'il nous fasse part de son ressenti. Lionel, le temps va être un petit peu contraint. C'est un exercice de style compliqué, mais quelle est la vision donc de cet observateur neutre et indépendant et juriste, l'œil du juriste par rapport à tout ce dossier? Ah, on n'entend pas. Le micro doit être coupé, Lionel. Micro coupé, effectivement. Voilà, c'est bon. Merci Laurent. Bon, effectivement, on va essayer de prendre un petit peu de hauteur sur une dimension juridique et éviter de répéter ce qui a été très bien dit donc tout au long de ce webinaire. Je dirais en quelques mots que l'affaire Takata illustre de manière exemplaire l'exigence fondamentale sur le plan juridique du droit de la sécurité des produits. Tout équipement mis sur le marché doit garantir la protection du consommateur et de l'usager. Nous avons des principes forts donc sur le plan juridique, notamment une obligation générale de sécurité auxquelles sont soumis donc les industriels fabricants qui sont tenus donc à une diligence absolue tant dans la détection du risque que dans la mise en œuvre donc des rappels. Et je viendrai donc à ce stade tout de suite bien préciser qu'une des difficultés qui a été donc révélée et qui donc très certainement sera donc à l'avenir remédiée, c'est que le système airbag, ce dispositif n'est pas soumis donc à un principe d'homologation. Donc, cette crise donc industrielle est le révélateur donc d'un manquement donc qui va donc prochainement, très prochainement, soyons-en certains, remédier. Les dispositifs donc qui aujourd'hui donc sont mis en place et ont été rappelés donc tout au long de ce webinaire, donc les mesures traduisent donc bien évidemment, je pense à Stop Drive, la légitimité du pouvoir public à assurer donc la prévention des risques graves pour la vie et la santé,
La traçabilité, la preuve des actions engagées, la communication active avec les propriétaires constituent donc des leviers essentiels pour limiter la responsabilité juridique des acteurs. Dans ce contexte, il faut aussi citer, comme il a été précisé, donc l'importance du contrôle technique qui devient un outil, je dirais presque stratégique de vigilance juridique autant que technique, garant donc de la conformité, de la transparence, avec donc là aussi les évolutions à venir très rapidement, donc comme on nous l'a indiqué. Je dirais aussi que cette affaire donc doit nous servir de fondement à une culture durable de la vigilance, où la coopération entre les pouvoirs publics, industriels, les experts en automobile qui ont été cités donc tout au démarrage donc de ce webinaire à travers l'action donc qui a été engagée par la fédération, qui s'est signalée effectivement auprès du rapporteur, eh bien illustre que il y a donc une action qui rentre complètement en termes de légitimité au regard de cette profession qui s'inscrit donc dans une logique de sécurité routière et qui tous les jours établissent des rapports qui sont des actes de sécurité automobile et qui peuvent effectivement révéler donc certaines donc non-conformités sur les véhicules, comme un véhicule équipé d'un dispositif donc de type Takata. En définitive, je dirais, pour terminer donc sur cette synthèse très rapide et ce regard juridique, je dirais que la réponse juridique à Takata ne se limite pas à la sanction. Elle impose une éthique de prévention, une preuve de diligence et la reconnaissance que le droit à la sécurité est un droit fondamental. Je rappelle, j'affiche le guide de la réglementation automobile dont Lionel Namin est l'auteur, et on en est à la réactualisation de la nouvelle édition. Est-ce que ce sujet des rappels, justement, de tous ces sujets-là figure, je suppose, a été traité dans cet ouvrage? Lionel ? Oui, effectivement, donc nous avons, il existe en France, et d'ailleurs c'est l'unique ouvrage donc qui est un ouvrage biennal, un ouvrage collectif, donc qui traite de tous les sujets de fond concernant donc la réglementation automobile. D'ailleurs, il est le bien nommé réglementation automobile. Donc, dans cet ouvrage, donc on trouve tous les fondements par rapport à ce qui donc aujourd'hui a été expliqué, juridique, qui vise donc à encadrer donc la sécurité automobile, et en particulier la sécurité donc dès lors que les véhicules vont être mis sur le marché à travers donc le principe de réception et d'homologation du véhicule, et donc ce qui se passe aussi donc eh bien en aval, une fois que les véhicules ont été mis en circulation, donc que leur conformité a été vérifiée, eh bien effectivement encore faut-il qu'elle soit assurée dans le temps. Et là aussi, donc tout ce qui existe en termes de dispositifs sur le plan juridique, notamment les rappels dont il était question aujourd'hui, sont traités donc dans cet ouvrage. Donc on aura bien compris, il y aura une mise à jour à faire avec l'homologation des airbags qui devrait effectivement intervenir sous peu grâce à l'intervention de Caroline Mahé au niveau de l'Europe. Bien, écoutez, il nous vient le moment de la conclusion. Est-ce que je peux vous demander à chacun des intervenants une petite conclusion rapide, si vous souhaitez nous faire part d'une petite conclusion, d'une phrase de conclusion, en commençant dans l'ordre des intervenants, éventuellement. Alors, Dominique, qui a peut-être eu un peu plus de temps à réfléchir à la conclusion, et comme il est passé en tout premier, une phrase de conclusion, Dominique, sur ce dossier, sur cette intervention, sur cet échange. Merci d'abord, merci beaucoup pour ce webinaire. Bravo à Catherine et à Caroline pour leur présentation et plus généralement pour leur action. Et un message essentiel, et Catherine et Cathy a tout à fait raison, ça s'adresse aux propriétaires. Attention, compte tenu des trous dans la raquette, il faut véritablement vérifier que son véhicule n'est pas concerné et que les véhicules de sa proche famille ou de ses amis ne sont pas concernés non plus. Dernier point, les défauts de fabrication sur les airbags arrivent. Donc, la liste s'allonge régulièrement. Donc, il faut vérifier régulièrement s'il y a des problèmes ou pas.
Merci Dominique pour cette conclusion. Deuxième conclusion, c'était alors dans l'ordre des interventions. Donc Catherine Bitt, une phrase de conclusion, un appel à vous faire remonter des idées, des suggestions. Voilà. Ah, le micro est peut-être. Ah, pardon. Non. D'abord, un airbag, c'est fait pour sauver des vies, c'est pas fait pour tuer. Alors, êtes tous vigilants, continuez à vérifier. Et puis, plus généralement, on n'a pas eu l'occasion de parler de ce que fait le SSMVM, mais voilà, quand vous avez des alertes, les sujets sur lesquels nous travaillons au SSMVM sont nombreux. Nous ne travaillons pas que sur les airbags Takata, nous travaillons aussi sur les freinages fantômes, sur les suites du Dieselgate, sur les moteurs PureTech, sur toutes sortes d'autres sujets. Voilà, n'hésitez pas à nous alerter quand vous le souhaitez. Ça veut dire que vous nous tendez la perche pour un autre webinaire plus complet sur l'ensemble des actions du SSMVM, si vous en êtes d'accord, mais il y a beaucoup de sujets à traiter. Pas forcément, mais en tout cas, je tends la perche sur le fait que vous pouvez toujours m'écrire, nous écrire quand vous avez des sujets sur lesquels vous souhaitez nous alerter. Pour contacter le service, c'est sur le site. Alors, on a une adresse générique qui est une adresse ssmvm@développement-durable.gouv.fr qui est l'adresse générique, et puis il y a mon adresse directe catherine.bit@développement-durable.gouv.fr. Très bien, mais on la rappellera effectivement aux personnes avec le replay. Peut-être Dominique, on n'a pas précisé, le rapport est consultable également de l'IGEDD. On peut se le procurer. Bon, peut-être à plusieurs endroits, mais un endroit à rappeler peut-être aux personnes qui sont connectées aujourd'hui. Le rapport est consultable sur le site de l'IGEDD, donc aucune difficulté pour le trouver. Et la remarque de Cathy est la même que la mienne. Elle souligne combien les experts en automobile ont un rôle important par rapport à toutes ces problématiques et combien ils peuvent nous aider à faire avancer la sécurité. Merci. Et un mot de conclusion de Caroline Mahé, donc par rapport à la DGEC, au service, à la sous-direction sécurité et émission des véhicules. Oui, c'est compliqué de passer après des conclusions telles que celle-là. Moi, ce sur quoi je voulais peut-être insister, c'est que sur des problématiques telles que celles qui ont été rencontrées sur Takata, on voit que l'ensemble entre guillemets, on a tous une pierre à apporter pour contribuer à trouver une solution. Malheureusement, il n'y a pas une bonne solution et on le voit. On a besoin de multiplier les canaux d'intervention, les réseaux aussi dans lesquels on a besoin d'agir. Et je pense que c'est justement ce message de collectif et d'action collective que moi je retiens aussi de cette expérience Takata. Et c'est sur quoi je voudrais conclure. Un grand merci à tous les trois. En tout cas, alors moi j'avais préparé aussi rapidement quelque chose parce que les grands enseignements à retenir de tous ces échanges, je pense que je parle de l'affaire Takata qui est une leçon de vigilance collective. Finalement, aucun acteur ne peut assurer seul la sécurité. C'est vraiment un travail coordonné et constant qu'il faut mener dessus. Je pense que ensuite les outils doivent être à la hauteur des nouveaux défis. C'est effectivement le rappel des véhicules, la traçabilité, le partage des données. Donc, ça mène à une réflexion et on voit que vous êtes en train de mettre en œuvre beaucoup de choses pour justement améliorer tous ces outils. Et puis, une coopération entre l'administration, mais ça, tout à l'heure, Lionel Namin l'a dit aussi dans son intervention, c'est-à-dire l'ensemble de la chaîne, les constructeurs d'automobiles, les assureurs, les centres de contrôle technique, les experts en automobile, c'est la clé effectivement d'une surveillance efficace et durable. Et puis, moi, ça m'évoque quand même une perspective tournée vers l'avenir, en tant que le MAP, c'est son objet. En tout cas, une invitation à réfléchir à la sécurité de demain, parce que nous avons des véhicules électriques, des véhicules connectés, des véhicules autonomes, des véhicules avec des technologies de plus en plus poussées, des nouvelles réglementations. Donc, ça amène certainement à réfléchir. Et puis, je conclurai avec l'esprit de vigilance automobile, en tout cas évoqué dans le rapport de l'IGEDD, mais c'est vraiment une culture partagée de la prévention et de la transparence, et je pense que c'est ce qui ressort en tout cas de vos échanges, et de se dire à tous les acteurs qui sont connectés comment amener sa pierre à l'édifice, comment contribuer. Donc c'est un point important, et notamment aussi faire remonter à l'administration toutes les bonnes idées qui peuvent y contribuer.
Voilà, il me reste en tout cas à vous remercier, à remercier l'ensemble des intervenants, Dominique Overlo, Catherine Bitt et Caroline Mahem-Decker pour la clarté et la richesse de leurs éclairages. Et puis remercier aussi toutes et celles qui sont connectées, qui se sont connectées, qui ont pu tenir malgré le petit dépassement d'horaire, en vous remerciant et d'avoir participé à ce webinaire organisé encore une fois en partenariat entre l'Argus de l'assurance édition, Jurisprudence automobile et le MAP. Et nous vous donnons rendez-vous bien pour un prochain événement en vous remerciant encore une fois toutes et tous pour votre attention. À très bientôt. Merci beaucoup et au revoir à tous. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Merci.